Donc vous pouvez encore applaudir Damien Castera, donc, qui a co-réalisé ce film. Et son ami et voisin Maurice Rebex, que les gens de Climax connaissent bien. On déplore la non-venue de Pablo Servigne, qui est donc malade, mais on va essayer de dialoguer, de prolonger ce film. Assez magnifique, assez atmosphérique, très immersif, et donc en votre compagnie. Et donc moi déjà la première réaction que j'ai, c'est déjà comment ça s'est passé au départ cette rencontre? Est-ce que tu étais sur un surf trip et puis tu t'es dit et tu as rencontré ces enfants, ou est-ce que c'est venu in situ, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais planifié avant par rapport à ce que tu savais du pays, du Libéria, etc. Bonjour tout le monde, merci de vous être levé après la rude soirée d'hier. Non, ce genre de voyage, il faut un minimum d'écriture. Donc c'est surtout sur des pays qui ne sont pas vraiment connus au niveau du tourisme, on va dire. Le surf trip, évidemment, c'est ce qui, à la base, me pousse un peu, surtout avant, maintenant je le fais un peu moins, mais à découvrir des pays et de découvrir des nouvelles vagues. Mais généralement, j'essaye de coupler ça avec une histoire à raconter, avec des choses à vivre, avec des expériences. Et donc, j'étais tombé sur une vieille revue de Surfer Journal avec une vague donc à Robert Sport, une photo d'un surfeur, je crois, qui travaille pour les Nations Unies, parce qu'il n'y a pas vraiment de tourisme au Libéria. Et voilà, donc cette vague, en cherchant un peu, j'ai vu qu'elle se situait à la frontière du Sierra Leone et que la première génération de surfeurs était en train de monter leur surf club. Il y avait vraiment toute une dynamique qui s'installait. Et en continuant à chercher, j'ai vu que donc, ces enfants sortaient de 15 ans de guerre civile. Donc il y avait un vrai sujet sur le surf comme outil de résilience et sur comment on peut se reconstruire. On connaît tous les bienfaits du sport. Et on va dire que le sport couplé avec l'effet de nature, forcément, ça, voilà, quand tu vas dans l'eau, tu te laves la tête et l'esprit. Donc on va dire que je suis parti pour essayer de raconter cette histoire. Juste un petit mot avant de faire réagir Maurice sur la résilience, parce que je sais que c'est un thème que tu affectionnes. Il se prépare. Est-ce que, juste un petit mot sur ce pays qui est un peu particulier, le Libéria, et donc cette guerre civile, assez rapidement, mais juste pour situer par rapport donc il y a deux guerres civiles qui ont eu lieu entre 90 et 2003, c'est ça? Ouais, de guerre civile, bon, c'est expliqué dans le film, hein, je ne vais pas revenir dessus. Oui, ouais, donc là, surtout que dans le film, en fait, il y a les deux générations. Il y en a certains qui ont vécu la guerre en tant qu'enfants soldats. Et puis il y a la génération qui est née juste au lendemain de la guerre et qui, au final, c'est une génération qui naît sur les cendres d'un pays. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis dans ce genre de film, souvent, on montre beaucoup d'images d'archives et on montre un peu, c'est pas bien filmé, pas bien expliqué comment justement on avance en fait. Et donc le Libéria, par exemple, tous les articles que je trouvais sur ce pays-là, c'était le cannibalisme en temps de guerre, des choses qui laissent le pays bloqué dans les années noires de fin des années 90. Donc c'est quand même pas mal de montrer qu'il y a du renouveau et de la reconstruction aussi derrière. Donc aujourd'hui, c'est un footballeur qui est président du Libéria, il s'appelle Georges Weah, c'est vrai, hein, il joue au PSG. C'est un pays un peu particulier, je disais, parce que c'est un pays qui était au départ formé, enfin pas formé, mais on a envoyé beaucoup d'esclaves libérés des États-Unis. Toi qui as une grande connaissance de l'Amérique du Nord, Maurice, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ça, juste pour situer un petit peu sur la carte? Non? T'as un micro? Bonjour à toutes et tous. Hier, il y avait foule pour les têtes d'affiche et aujourd'hui, on est en plus petit comité. C'est comme ça qu'on aime. Je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique du Nord. Je connais un petit peu le continent de la tortue. C'est pas le même... Parfois, la façon de dire, de désigner les choses, et puis on est dans des mondes différents. Mais un mot sur Damien, d'abord. Damien Castera. Je connais un petit peu. Mais c'est pas souvent que je peux le mettre sur le grill. Ils sont voisins hein, au Pays Basque. Donc je vais en profiter. Donc vous avez compris, Damien Castera, c'est un surfeur.
c'est quelqu'un qui s'adonne à cette chose absolument frivole, glisser sur les vagues. Et le surf, c'est très frivole, mais c'est pas anodin. Ça consiste quasi quotidiennement et parfois plusieurs fois par jour à se plonger dans l'océan. C'est-à-dire à retourner d'où on vient, nous, en tant qu'espèce. C'est-à-dire à refonder la vieille mémoire de l'eau salée qui fait que vous et moi, tout à l'heure, peut-être on rajoutera un peu de sel dans les frites, parce qu'on est ces animaux-là qui avons besoin de sel dans notre organisme. La vieille mémoire du temps où nous sommes sortis des océans. Donc soudain, c'est frivole, mais ce n'est pas anodin. Et puis non seulement ça consiste à aller se plonger dans l'océan, mais ça consiste aussi à essayer de s'y tenir debout et de s'y mettre en mouvement. Et de s'y mettre dans un mouvement qui se marie avec le mouvement de l'océan, plutôt que de le contrarier. Et là, d'un seul coup, vous voyez, ça lui donne un profil un peu différent. Damien, c'est un aventurier. Quand il va dans le Haut-Karabakh, comme récemment, sur la ligne de front, quand il se rend plusieurs fois en Ukraine, comme les saisons passées, il n'y a pas de vagues. Il y va pour surfer autre chose. Il y va pour surfer sa vie, son destin. Et vous l'avez compris, Damien Castera, c'est un aventurier. Et ça a beaucoup à voir avec notre conversation ce matin. C'est quoi? Alors, ce n'est pas un aventurier de tapis rouge, hein. Un aventurier de coaching d'entreprise. Il y en a. C'est pas une mauvaise chose d'aller parler aux entrepreneurs, je le fais beaucoup et j'aime bien ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, un aventurier. Sur les traces de ses idoles, Kessel, des gars comme ça. Un aventurier, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui lâche la proie pour l'ombre. C'est quelqu'un qui abandonne le confortable assuré pour l'incertain garanti. Et mine de rien, toutes et tous, nous vivons un moment, non pas de la société française, hein, nous vivons un moment de la civilisation, entre parenthèses de l'homme blanc, où bientôt on va pouvoir se diviser en deux catégories. Non pas seulement les gens de gauche, les gens de droite, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, mais ceux qui auront l'esprit d'aventure et celles et ceux qui ne l'auront pas. Parce que nous sommes à un moment où il va falloir accepter de plonger dans l'incertain, nous qui adorions les certitudes dont on était remplis. Et donc, vous voyez, parfois, derrière un documentaire attachant, touchant, il y a quelque chose de profond qui est transmis, et cet esprit d'aventure, la résilience, la résistance, mais cet esprit d'aventure, peut-être un des plus grands aventuriers du XXe siècle, Albert Einstein, un aventurier de la pensée, sorti des sentiers battus pour emprunter des pistes inconnues. Cet esprit d'aventure, peut-être c'est lui qui le résume le mieux. On ne règle pas un problème avec le mode de pensée qui l'a créé. On ne règle pas un problème avec le mode de pensée qui l'a créé. On ne règle pas la maladie d'un monde qui adore l'hostilité, la véhémence, la confrontation, la soumission du colonisé. On ne règle pas le problème de ce monde en utilisant ces instruments-là. Et pour moi, l'aventure qui nous attend toutes et tous, c'est celle-là. Je m'arrête là. Donc pour ma question sur le Libéria, on repassera plus tard. Chacun ira sur Wikipédia se renseigner. Absolument. Bon, puisque tu as dit effectivement le mot de résilience, par la glisse, par peut-être, je ne sais pas, de l'abandon et par ce mariage avec la nature, par ce mouvement d'accompagner la nature. Est-ce que toi tu penses, Damien, que c'est une forme de thérapie ou de choses qu'on pourrait recommander à d'autres? Oui, comme je disais, hein, les bienfaits du sport, tout le monde sait qu'ils sont
qui se sont prouvés. On peut même le mettre sur... Là, en Ukraine, je travaille beaucoup sur le sujet de l'art, donc j'ai rencontré pas mal d'artistes. L'art comme catharsis, l'art pour nommer des choses indicibles, l'art pour... Voilà, comme rempart contre la peur, contre l'angoisse. Le sport, c'est exactement pareil, en fait. C'est comment s'occuper la tête, déjà. Et puis je pense que le sport, c'est-à-dire que le sport comme le surf, je suis peut-être pas très objectif, mais vraiment ce truc de pénétrer dans l'eau, de passer la tête sous une vague, il y a vraiment ce truc on a l'impression de se laver, donc de se laver la tête surtout. Et donc je pense que c'est ça, et c'est vrai que là-bas, en fait, dans le village où on était à Robertsport, il y a vraiment cet outil qui est le surf permet aux jeunes de ne pas traîner dans la rue, hein, vraiment, parce qu'ils sont tellement passionnés qu'ils passent leur journée dans l'eau, donc ça les occupe. Puis s'ils veulent des planches, les mecs du surf club leur expliquent qu'ils doivent nettoyer la plage. Enfin, il y a toute une mécanique qui s'installe. Donc évidemment, avec le sport et l'art en règle générale, on peut faire beaucoup de choses. Alors, juste un mot sur le surf. Je pense qu'on va citer notre ami Gibus de Soultray. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Parce qu'on dit tout le temps que c'est une culture américaine, on pense aux Beach Boys, etc. Mais est-ce que justement, c'est pas une culture des peuples premiers, des aborigènes, etc. Est-ce que le surf lui-même n'a pas quelque chose d'ancestral, Maurice? Jack London, puisqu'on parle d'aventure et d'aventurier, et qu'on veut faire plaisir à Damien. Jack London. Il découvre le surf à Waikiki en 1907. Il voit des statues de type un peu massif et de femmes à la peau brune qui se tiennent sur l'écume des vagues. Alors il prend son carnet et il note « Un sport royal pour les rois naturels de la terre ». Et puis les missionnaires arrivent, plus de surf. Parce qu'ils ont compris, c'est pas juste un sport, c'est une relation spirituelle avec un organisme vivant, avec un être. Nous, on dit l'océan, un terme générique. Les Polynésiens, ils disent Kekai, Moana. Ils lui parlent comme on parle à un ancien, comme on parle à un ancêtre, comme on parle à un grand-père. Donc le surf, bien entendu, à l'origine des temps, c'est d'abord l'expression d'une culture qui se lie au reste du monde. Et là aussi, c'est la conversation de ce matin. Notre maladie à nous, c'est d'utiliser des mots comme environnement. C'est ça qui nous définit comme... C'est ça qui dit notre perte de tout sens. Oser appeler l'océan, la forêt, l'air qu'on respire, oser appeler ça notre environnement. Et penser qu'on peut régler les choses en utilisant des termes comme ça. Si l'air m'environne, je meurs. Il est en train de faire rougir les globules de mon sang en cet instant même. Il est la vie qui rentre en moi. Et je prétends qu'il m'environne et je vais traiter l'environnement. Donc non seulement c'est une activité pré-Libéria, mais par ailleurs, c'est une activité de population qui se lie au monde, y compris par des pratiques comme le surf, mais qui se lie au monde en disant un autre monde que le nôtre. Si je peux me permettre, je suis un peu d'accord avec le côté aussi, une fois qu'on passe ce côté spirituel que tous ne partagent pas forcément, c'est que le surf aujourd'hui, c'est quand même un sport de mode pas mal, qui est très actif sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir des fois reconnecter avec des gens qui voient le surf par passion, voilà, c'est pas un effet de mode au Libéria, il n'y a pas d'Instagram, et ça fait plaisir. Il y a quand même je sais pas, des ateliers pour réparer, depuis pas longtemps, hein. Depuis pas longtemps. Ce qui était vraiment étonnant, surtout, c'est de voir ces gamins surfer de la manière dont, enfin, le niveau qu'ils avaient réussi à avoir. Ils n'ont pas YouTube là-bas, hein. Ils n'ont pas Internet, il n'y a pas de réseau dans le village, donc comment ils ont réussi à comprendre comment il fallait faire, quoi. Ils ont eu Damien Castera en prof. Ouais, non, parce que je suis arrivé, ils savaient déjà surfer. Mais mais c'est ça qui est étonnant, et ils apprennent à une rapidité. Enfin, c'est fou. De toute façon, les enfants apprennent déjà très vite, mais ouais, c'était étonnant. Ouais.
Oui, c'est aussi un film sur l'enfance, puisque c'est quand même quelque chose d'assez optimiste. Il y a quand même un message, effectivement, d'une enfance sacrifiée à une enfance tout d'un coup peut-être plus douce, enfin en tout cas plus ouverte et je sais pas, plus heureuse, enfin. C'est une question. Non, mais c'est vrai, non, c'est le thème du film en fait, l'enfance, les enfants soldats et l'apprentissage, effectivement. Toi, tu dis que en fait, on peut apprendre par soi-même en fait. On n'a pas de. Tu vas mettre au chômage des profs de surf des générations. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est vrai que je sais pas comment naturellement on pouvait repérer dans le style qu'ils avaient de surf et tout ça des choses des choses qu'on a mis des années, enfin les surfeurs ont mis des générations à acquérir et je sais pas, là-bas on était vraiment étonnés de ça quoi. Ils t'ont appris des choses que tu connaissais pas? Ouais, peut-être, je sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse. On voit un gamin à un moment donné qui va surfer avec une petite planche en bois comme ça, on se dit qu'en bricolant, ils ont peut-être inventé des choses. Ouais, ben je l'avais vu il y a quelques années déjà en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vraiment dans des coins très très reculés, on avait trouvé des villages où les mecs surfaient debout sur des planches en bois, des planches de balsa qui taillaient directement dans les arbres. Et Liberia, c'est pareil. Je pense qu'il y a d'autres pays en Afrique où les enfants ont des petites planches en bois comme ça et surfent justement dans la pure tradition des rois hawaïens. Un mot sur le titre, Water Gets No Enemy. Donc c'était une longue, magnifique chanson de Fela Kuti, donc qui dit que l'eau, on ne peut pas vivre sans et qu'elle nous constitue. L'eau mère, comme disait Stendhal, l'eau à la base de tout. Je pense que ça, Maurice, c'est quelque chose qui résonne en toi, non? Par rapport à on parlait de l'océan, mais ça peut être aussi le fleuve, ça peut être aussi même la Garonne. Ben oui, mais ça résonne en chacune et chacun d'entre nous à 70-75%. C'est qui nous sommes. Et là aussi, les termes, la résilience, la résistance. Bon. Puisqu'on est en petit comité, on peut se dire les choses un peu directement, par les temps qui courent. Non pas qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est devenu. La résilience, la résistance, ben, c'est devenu des mots. C'est devenu des éléments de langage. Regardez, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais résisté à rien, 3 repas par jour, et je suis invité à parler de la résistance alors que je suis le fils d'un homme qui l'a fait, mais qui n'en parlait quasiment jamais. Donc les mots, les termes avec lesquels on désigne le monde, il faut faire attention. La résilience, c'est devenu tellement commun on manque un peu de respect à l'égard de M. Cyrulnik qui a rendu le terme qu'il l'a sorti de la métallurgie. C'est un terme de la métallurgie, la résilience. L'acier est plus résilient que la fonte parce que si on lâche 2 lingots sur une dalle en béton, la fonte casse, l'acier ne rompt pas. La résilience, ce n'est pas la capacité de recoller les petits morceaux de son moi meurtri. La résilience, c'est la capacité de ne pas briser, d'encaisser le choc, de se déformer sous le choc, puis de retrouver sa forme initiale sans rompre. Donc ces jeunes Africains, à l'évidence, ils n'ont pas grand-chose de tout ce qu'on a. Peut-être qu'ils ont, pour dire les choses, un mot, peut-être qu'ils ont la force qui nous manque. Donc les termes, alors l'eau, il faut la protéger comme une ressource, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Je vais vous dire le fond de ma pensée sur ces questions. Tant que les arbres resteront des choses, tant que les animaux seront des êtres un peu inférieurs, sans âme, etc., tant que le reste du monde sera constitué d'objets et nous serons les intelligents, ça ne marchera pas. Ni chez ceux qui souillent la nature et la considèrent comme leur bien, ni chez ceux qui prétendent la protéger. Pour que ça marche, il faut que l'arbre devienne un être parmi les êtres dont je fais partie. Il faut que nous, les êtres vivants, nous comprenions que nous sommes entourés d'êtres vivants et que nous devons avoir un dialogue d'égal à égal, en toute dimension. Là, ça se met à marcher. Et là, on se montrera résilient, c'est-à-dire capable d'encaisser les chocs sans rompre.
Et donc l'eau, voilà, il faut protéger l'eau comme une ressource. Non. Alors je dis toujours, ceux d'entre vous qui me connaissent, je me répète, il en reste un peu au fond du verre. Donc elle est féminine, elle était là avant nous, bien avant nous. Elle est la source de la vie. Nous sommes faits d'elle. Alors il y a un peu plus d'un mois, j'étais chez des experts en résistance et en résilience, réserve Sioux Lakota de Rosebud, dans le Dakota du Sud. Et les Sioux, c'est des résilients et c'est des résistants. Ils ont résisté à peu près à tout. Alors chez eux, non, ce n'est pas une ressource. Ça porte un autre nom. Elle est féminine, on est fait d'elle, elle était là avant nous, donc c'est grand-mère. Et là, au fond, ça fait toujours un peu sourire. C'est romantique, c'est merveilleux, grand-mère l'eau, mais enfin bon. Mais ceux qui sourient quand on dit ça, ils ont besoin de savoir que dans le monde, il y a des millions de gens au cœur des forêts profondes, dans les déserts, encore plus dans les déserts quand on parle d'eau, dans des jungles, sur des rivages, dans des îles, à qui si vous leur dites « Ah oui, l'eau, c'est des hectolitres de H2O qui déroulent le long de la vallée », ça les fait sourire. Eux aussi, ça les fait sourire, qu'on puisse considérer l'eau comme une chose, comme une matière, qu'on puisse se distancer d'elle pour la regarder comme une ressource. Donc, mine de rien, les termes qu'on utilise et dont parfois on abuse jusqu'à les vider de leur sens. Résistance, moi je suis né dans les années 50, je m'arrête là. Mais résistance, quand j'étais petit garçon, c'était la résistance. Et puis il y avait un R majuscule et un petit silence derrière. Et aujourd'hui, dans nos villes, il y a des plaques au coin des avenues, des fois au-dessus d'un immeuble, à l'occasion d'une rafle. Il y a des plaques, il y a des signes. Et puis ça se termine toujours par « n'oublions jamais », « n'oublions pas ». Et puis qu'est-ce qui se passe? On oublie. Et quand on oublie, on manque de résilience. Et on manque de résistance. Je vais les laisser conclure, je vais vous dire mon dernier mot. La résistance, ça commence toujours par la même chose. Toujours le même acte. Pour mon père, automne 1940 en France, c'était la même chose. Ça commence toujours par résister à la facilité. Et la facilité, c'est parfois aussi, pour chacune, chacun d'entre nous, de perpétuer le confort d'une pensée bien installée, d'une idéologie bien installée, avec laquelle on est tranquille. Il y a les responsables de tout, il y a les victimes, tout est bien rangé, etc. Mais non, parce que Albert Einstein, on ne règle pas un problème avec le mode de pensée qui l'a créé. Merci Maurice pour ces précieux enseignements. Non, c'est marrant parce qu'on parlait de l'eau. Effectivement, le Libéria, c'est sur la côte, mais dans des pays, j'imagine, qui sont pas comme ça au bord de l'océan, ça doit être plus difficile de trouver cette fameuse résilience. Je sais que tu as été en Ukraine aussi. Tu m'as dit que tu avais quand même trouvé des surfeurs en Ukraine. Je ne sais pas comment tu as fait. Dans la mer Noire. Ouais, dans la ville d'Odessa, il y a un surf club. Ouais. Maintenant, il est fermé. Parce que l'accès aux plages est fermé, puisque de toute façon, c'est miné. Puis l'eau est minée. Puis de toute façon, ils ne sont pas du tout... ils n'ont pas la tête à ça, mais non, c'était intéressant de discuter avec des mecs passionnés de surf là-bas qui maintenant servaient dans les forces territoriales. Mais après, non, quand tu disais les pays loin du surf, mais il y a toujours, je veux dire, si tu as de la montagne, si tu as un peu de nature, et puis c'est vrai qu'après, en ville, il doit y avoir autre chose. Je connais pas assez la ville pour avoir des exemples comme ça à donner. Mais... Il y a le skate peut-être. Ouais, le skate, oui, mais ça peut, encore une fois, comme je disais, ça peut être la peinture, la danse, ça peut être plein de choses. Mais voilà, se vider la tête, se nettoyer, et puis d'essayer d'utiliser les choses comme ça, comme carburant en fait, le drame, enfin, c'est un peu ça, la résilience aussi, c'est de servir de ces choses de la vie un peu dures et au lieu de garder la colère, mais d'essayer de la transformer en quelque chose qui permet de créer quoi. Et alors on a une réaction là-bas dans la salle, là-bas, tout à l'heure, quelqu'un qui m'a dit mais où sont les filles en fait dans cette histoire, puisque finalement c'est quand même que des garçons qui surfent. Ouais, c'était un point de vue très patriarcal de ma part. J'avais demandé aux femmes de ne pas apparaître. Non, c'est que
pour l'instant là-bas, il n'y a pas encore de surfeuses. C'est des sociétés encore, comme on dit, assez patriarcales. Et voilà, qu'est-ce que je peux pas répondre beaucoup plus. J'espère que ça va évoluer. Je sais qu'il y avait des campagnes de sensibilisation la dernière fois qu'on y était, où justement il y avait la sensibilisation aux déchets sur la plage, à la mixité. J'espère que ça évolue dans le bon sens. Parce que dans Les Enfants Soldats, on voit une fille à un moment, non? Il n'y a pas une dans les archives? Ah, dans Les Enfants Soldats, il y avait beaucoup de filles. Ouais. Il y a plus de filles dans Les Enfants Soldats que dans Les Enfants Surfeurs. Qu'ils n'avaient pas forcément le même rôle, mais Je crois qu'il faut résister à ça aussi. Il faut résister aux idées simples. Résister au féminisme. Non, mais il faut résister aux idées simples. Parce qu'on veut nous enfourguer beaucoup des idées simples pour résoudre les problèmes complexes. Alors avec les idées simples, il y a les gens qui ont raison, il y a les gens qui ont tort. Il y a les gens qui pensent bien et les gens qui pensent mal. Mais c'est pas comme ça, c'est jamais comme ça. Parfois j'écoute la voix de gens avec qui je suis en désaccord total sur le fond, et je leur reconnais le fait qu'à un moment donné ou à un autre, ils disent quelque chose avec lequel j'adhère. Donc il y a une chose à dire aussi, c'est qu'il y a des sociétés où il y a des moments de la vie où ça se passe entre hommes, parce qu'au même moment, ça se passe entre femmes. Il y a plein d'endroits d'Afrique où si les femmes sont entre elles autour des calebasses ou quoi, elles me voient arriver, elles vont dire ah, on est entre nous. Donc là aussi, mettons de la rondeur. Parce que si c'est que des angles acérés, c'est parfait. Alors on a raison, on peut se gargariser d'avoir raison, mais ça ne fait rien avancer. D'accord, Maurice. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des réactions? Oui? Attends, on va vous passer un micro. Merci d'avoir cité la complexité, qui est une valeur d'Edgar Morin. Nous célébrons souvent ici la pensée complexe. Je peux? Oui, ça y est, c'est bon, c'est parti. Merci. Déjà, merci pour tout ça. Et est-ce que ce documentaire, il va être diffusé dans des lycées, des collèges? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont prévues parce que moi, je suis du Béarn, donc je ne suis pas très loin de vous. Et je me dis que ça serait quand même intéressant que ça puisse être vu ou dans des cinoches, certainement d'art et d'essai, mais qu'est-ce qui est prévu là? En fait, on l'a tourné en 2018. Il a commencé un peu à sortir en 2019 dans des festivals. Puis il y a eu le Covid pendant 2 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est encore en train de tourner. Mais ouais, on a déjà pas mal tourné dans des. Alors c'est plus sur des événements comme celui-ci. Voilà, s'il y a des contacts pour les cinémas, je suis preneur. Mais bon, c'est des petits films indépendants, ça. Il y a pas de. Voilà, ça rentre pas vraiment dans les normes. Donc c'est plutôt sur des festivals. On a fait également des projections dans quelques écoles. Après, ça demande beaucoup de disponibilité. Donc on peut pas faire ça toute l'année, mais voilà, sur des beaux festivals comme ça, on dit présent. Tu me disais que tu préférais être finalement dans une relative petite boîte de production, mais faire ce que tu veux et garder le contrôle sur le montage, parce que les diffuseurs type Arte, Canal+, ils te refont tout le montage, quoi, peut-être plus avec moins de plans longs. Ouais, c'est une, voilà, c'est de la cuisine interne, mais c'est mon choix de voilà, c'est vrai que quand on fait un film pour la télé, il faut remplir un cahier des charges qui est extrêmement long, sur des voix off, sur une manière de filmer. Si je l'avais fait, Arte avait voulu nous racheter le film pour le diffuser, mais ça veut dire qu'il fallait enlever les dessins animés, qu'il fallait... il y avait plein de choses qui ne rentraient pas, donc moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc je préfère travailler de manière indépendante. C'est sur l'Ukraine, c'est un peu pareil. On a essayé de... Voilà, l'Ukraine, il y a énormément de reportages télé qui font des explications du conflit. C'était pas mon sujet. Donc moi, j'ai fait un film sans voix off, très brut, très minimaliste. Et voilà, la guerre racontée par ceux qui la vivent et pas par des experts de plateau télé. Et donc ça, on le voit quand, du coup, le film sur l'Ukraine? On aimerait faire l'ouverture du FIPADOC à Biarritz en janvier. Et après, ça sera sur la chaîne parlementaire, après. Ah oui. Non, voilà, je voulais m'assurer qu'il fasse la promotion de son devenir, parce que c'est un jeune aventurier, et vous entendrez parler de lui,
Parce que, vous savez, on dit toujours, nous on dit, dans nos sociétés, on dit se connecter à la nature. Et c'est un pas. Aller marcher dans la forêt, se baigner dans la Garonne, avec Philippe tout à l'heure. Se connecter à la nature, c'est notre aspiration. Il faut qu'on arrive à plus se connecter à la nature. C'est un pas. Mais pour beaucoup de sociétés dans le monde, les gens vont dans la forêt ou sur le fleuve, et là pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est être reconnus d'elle. Et là, c'est un bon. Et donc, je fais cette image parce que peut-être que Damien, il est sur un parcours où il va vers l'aventure, mais on est un certain nombre à l'observer depuis quelques saisons et à se dire que c'est l'aventure elle-même qui est en train de le reconnaître comme un des siens. Et donc, suivez son parcours, son aventure de vie. Et moi, je me flatte de pouvoir dire dans quelques temps, avec ma canne, « Oh, je l'ai connu jeune et tout, je l'ai connu avant que... » Voilà. Juste un mot juste quand même sur toi aussi, Maurice. Donc tu as réalisé pas mal de documentaires, tu as notamment suivi un champion d'alpinisme à une certaine époque, Monsieur Edlinger, etc. Tu as donc vécu auprès de tribus indiennes, Lakota, Sioux et d'autres. Et donc là, tu as synthétisé un peu tes idées dans un livre qui s'appelle L'Esprit ensauvagé. Ben oui, il faut penser à toi aussi, à ta promo, parce qu'en face, chez Géolibri, à la librairie, ils l'ont. Vous voyez comme on est, hein. Je vous ai fait le truc, là, mais là, maintenant, c'est le placement produit. Voilà. Pas bête. Voilà, donc l'esprit ensauvagé. Est-ce que tu peux nous dire comment l'esprit ensauvagé entre en résonance peut-être avec ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de dire? Oui, même avec le Liberia. Mais alors, c'est fantastique. Guillaume. Même avec les mots bleus. Il faut remercier Guillaume de nous faire la modération. Hein, c'est un modérateur. Pas très modéré, mais bon, c'est un modérateur. L'esprit ensauvagé, oui. Alors vous avez vu. C'est le repoussoir, le sauvage. Même encore aujourd'hui. Incroyable. Ils sont là, les banlieues en sauvage, les sauvageons, les gens qui se comportent sans aucune humanité, c'est des vrais sauvages. Ah. Ça continue. La mentalité du colon qui se perpétue dans les langues, dans les mots qu'on prononce. Il faut faire très attention avec les mots qu'on prononce. Encore une fois, je vais profiter, on est en petit comité. Et donc je vais heurter certains d'entre vous. Il va mettre un tir au festival, là, je vous préviens. Je vais me rendre aux yeux de certaines et certains d'entre vous. Vous avez peut-être, et là vous allez vous dire, oh lui, on essaye de trouver des termes pour se désigner soi-même. On mène des combats, vous menez des combats. Et puis un jour on décide à plusieurs, quelque part, je ne sais pas où, plein de bonnes intentions, je le sais, je ne mets pas ça en doute, de s'intituler Les soulèvements de la terre. Je vais être honnête avec vous, dès le début, ça a tiqué pour moi, les soulèvements de la terre. Ah bon? Vous pouvez parler en son nom à elle? Vous devenez les porte-paroles de la terre? Voyez, depuis 2 semaines, depuis 10 jours, depuis que de l'autre côté de la Méditerranée, la terre s'est soulevée. Voyez comme l'expression soudain devient un peu sujette à caution. Donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Alors, s'ensauvager, ça veut dire être moins civilisé. Oui, être moins civilisé. Vu la façon dont la civilisation, ou soi-disant elle, s'est comportée, il y a eu des gens pour aller sur les rivages d'Amérique avant Colomb. Tout le monde le sait, y compris des Basques, peut-être des Béarnais même. Seulement, ils sont arrivés, bon, vous avez quoi? Nous, on a du poisson, vous avez du cochon? Ouais, tiens, allez, comment vous faites le feu? Ah, vous le faites comme ça, nous, on le fait comme ça. Bon, tac. Tiens, garde mon collier, j'aime bien tes perles. Là. Et puis l'autre est arrivé, avec lui, c'était pas pareil. C'était planter le drapeau, et nous sommes les intelligents, et nous sommes les civilisés, et on va vous apprendre la vie. Et encore aujourd'hui, il y en a plein qui veulent nous apprendre la vie.
Donc s'ensauvager, c'est retrouver la part de nous-mêmes qui nous fume et que nous avons cessé d'être. Si vous regardez Lascaux, si vous pensez que Lascaux c'est la préhistoire, c'est que vous vous êtes fait laver le cerveau. Non, Lascaux c'est pas la préhistoire, c'est l'histoire en marche. C'est déjà l'histoire. Simplement, nous, les civilisés, on considère que l'histoire commence quand il y a l'écriture. On regarde Lascaux, on dit il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture. Donc vous voyez, il faut un peu, en ce moment, il y a une expression sur la civilisation, c'est quoi? La décivilisation ou, hein, je suis pour. Mes copains indiens, ils sont pour. La civilisation, ils ont vu, ils y ont eu droit. Donc l'esprit ensauvagé, c'est une invitation à redevenir qui nous fume, les sauvages que nous étions, ceux qui remerciaient l'arbre avant de le couper, des choses comme ça. Merci Maurice. Je crois qu'il faut qu'on laisse qu'on libère le. Vous pouvez applaudir Maurice quand même dans ses. Et Damien. Merci à toi. Peut-être tu veux dire quelque chose pour conclure cette séance? C'est compliqué de conclure après Maurice Rebex quand même. Non, merci à tous d'être venus. C'était un moment très agréable. Et puis je vous souhaite de belles conférences, de belles rencontres. Et puis moi j'ai un train, donc je refile, je rentre chez moi. À très bientôt.